toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Penser le présent du mois d'octobre. Nous sommes vraiment très, très heureux d'accueillir ce soir Souraya Noujaïm. Souraya Noujaïm est directrice du département des arts de l'islam au Louvre. Cette rencontre, pour vous rappeler un petit peu le contexte, c'est la deuxième d'une collaboration entre les Beaux-Arts de Paris et le musée du Louvre. L'an dernier, peut-être que certains d'entre vous avaient assisté à la rencontre avec Sébastien Allard et Alain Berland. On poursuit un peu ce cycle, donc moi je suis très très heureuse d'être avec Souraya Noujaïm ce soir. Je rappelle que d'autres collaborations existent également entre les Beaux-Arts de Paris et le Louvre, notamment au travers de nos enseignants, de nos étudiants et du musée, et notamment de certains projets comme ceux qui ont pu se faire avec l'atelier d'Angelica Mesiti, Marion Nakache l'an dernier, ou celui qui arrive avec celui de Julien Sirjac. Donc, c'est tout naturellement que notre école tout à fait singulière, vous le savez, une autre école musée qui possède également une collection, et je remercie d'ailleurs Cathy Aliou et les conservatrices qui sont avec nous ce soir. Cette école se tourne vers son grand voisin de la rive droite et adresse ce soir cette invitation à Souraya Noujaïm pour qu'on évoque ensemble le département qu'elle dirige, le département des arts de l'islam, pour tenter d'en cerner et d'en saisir un petit peu les contours et sans doute renouveler un petit peu notre regard sur la notion même d'art de l'islam. Souraya Noujaïm, vous avez débuté votre carrière au musée du Louvre. Vous avez collaboré avec des institutions de renom telles que l'Institut du monde arabe. Dans le cadre du projet du Grand Louvre, vous avez participé à l'ouverture des premières salles d'art islamique, ainsi qu'à des expositions majeures au Louvre et au Grand Palais. Vous avez également été chargé de cours, puis présidé la chaire d'art islamique à l'École du Louvre. En 2018, vous êtes nommée comme première directrice scientifique en charge de la conservation et des collections du Louvre à Abu Dhabi. On y reviendra ce soir. Vous avez notamment dirigé l'évolution du programme culturel et scientifique du musée, développé la stratégie d'acquisition et le programme de recherche, ainsi que mené beaucoup d'expositions temporaires. On avait un catalogue qui trônait par là tout à l'heure. Donc, depuis 2023, vous êtes directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre et responsable du grand département patrimonial des arts de l'islam au niveau national. Voilà tout ce qui nous amène à vous écouter ce soir et à partager surtout avec vous cette conversation. Et peut-être pour commencer, on va tenter de revenir sur quelques notions un petit peu pour un peu cerner ces contours que j'évoquais. Et est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer déjà revenir sur l'ère géographique dont on parle quand on parle d'art de l'islam et ce que recouvre, si tant est qu'on puisse baliser en un court instant comme celui-ci, la notion d'art de l'islam. Écoutez, merci pour l'invitation, merci à vous les organisateurs, merci aux collègues qui sont dans la salle d'être venus ce soir après une longue journée de travail. La semaine n'est pas finie, donc et puis merci à vous étudiants. Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, j'ai commencé de l'autre côté de la Seine et j'avais sans doute à peu près le même âge que vous et plusieurs années après, plusieurs voyages. J'ai été un peu une globe-trotteuse, il faut bien le dire. Au-delà des Émirats et de la France, j'ai pas mal bougé. Et j'avoue que ces voyages ont vraiment contribué à me forger l'œil et ont contribué, je dirais, à la réflexion justement sur le sujet et sur cette fameuse définition des arts de l'islam. Vous m'interrogiez là-dessus en premier lieu. Alors, cette définition, est-ce qu'il y a vraiment définition, c'est quand même une vraie question. Toujours est-il que c'est une discipline, en tout cas, qui recouvre un champ très large, une aire géographique extrêmement variée.
qui va communément, on va dire, de l'Espagne jusqu'à l'Inde, mais qui couvre également, qui va aux portes du monde asiatique, de la Chine, et qui couvre ce qu'on appelle le Dar el-Islam, donc vraiment une zone dirigée par ces fameux grands empires d'obédience islamique. Les médiums dont on parle vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Hein. On peut parler d'objets, on peut parler évidemment d'architecture, on peut parler d'objets petits mais qui vous emmènent dans une espèce de psyché et un monde imaginaire qui est vraiment infiniment grand. Donc les arts de l'islam sont très vastes. Ce sont des arts, c'est un art qui pour moi est un art total en fait, un art de la matière, un art du verbe, un art du langage. Ce sont des objets parlants, hein, réellement, parlant par la matière, une fois de plus, parlant par le décor, parlant par les proportions, parlant par le toucher, parlant par ce que l'on voit, et une fois de plus ce que l'on entend. Donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui je commencerai par vous parler des arts de l'islam. Alors il y a des définitions qui sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus académiques. Si vous reprenez on va peut-être commencer le PowerPoint. Je m'étais demandé, est-ce que je fais un PowerPoint, pas de PowerPoint? Finalement, vous allez voir que ça va être un format hybride entre la discussion et ce que j'ai préparé. Donc avant de vous reparler de la discipline, la façon dont elle s'est construite, oui, on en revient au département peut-être que je dirige aujourd'hui, qui est vraiment un département merveilleux qui a été fondé, créé en 2003. Le premier département extra-européen du musée du Louvre et qui est suivi depuis quelques années par le département de Byzance et des chrétientés en Orient. Il a une longue vie, je dirais un petit peu. Il est passé d'espace en espace. Vous évoquez les tout premiers espaces auxquels j'avais contribué il y a quelques années. Mais la collection est extrêmement ancienne. Hein. Elle s'est constituée au fil des siècles et je dirais même au fil de l'histoire de France, puisque ça commence au Moyen-Âge avec les trésors d'église, les échanges commerciaux, les collections royales et les grands collectionneurs ensuite du 19e siècle. C'est un département, on le disait tout à l'heure, qui couvre plusieurs continents. Qui est vraiment à la croisée aussi de chemins interdisciplinaires. L'histoire globale aujourd'hui, l'épigraphie, la numismatique, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie et des textes. On ne le dit pas assez, la collection du Louvre est extrêmement importante en dehors des pays de l'ère géographique arabo-islamique, à peu près 18 000 pièces, dotées également d'un fonds d'archives et d'un fonds photographique qui, je pense, pour des étudiants, est extrêmement précieux, que ce soit pour l'histoire de la discipline, l'histoire du goût, l'histoire des motifs, le design. Donc voilà, vous êtes conviés à nous rendre visite de l'autre côté de la Seine. Voilà, quelques dates, je vais peut-être les passer en revue assez rapidement. Évidemment, l'ouverture du Muséum central des Arts, où les collections royales, en tout cas le noyau des collections royales, et parmi les chefs-d'œuvre de la collection figuraient à l'inventaire royal, sont versés justement au muséum. Et puis ensuite s'ouvre une ère, je dirais, de ballottage ou voilà, on passe des objets d'art au département des arts asiatiques avant finalement cette fameuse création d'une section des arts de l'islam qui appartient
au département des antiquités orientales et beaucoup plus récemment, donc la création du département et des salles que certains d'entre vous connaissent au sein de la cour Visconti. Ils ont fait les arts de l'islam. Moi, j'aime rendre hommage vraiment aux collectionneurs, d'une part, qui ont contribué à la constitution de ce fonds, et puis évidemment à mes prédécesseurs au Louvre. C'était pas simple, en fait, de créer un département des arts de l'islam au Louvre. Et je dois dire que je vous confie une petite anecdote personnelle. Quand je suis arrivée à Paris il y a quelques années, j'étais persuadée, enfin, pour moi, ça ne faisait pas de doute qu'il y avait un département des... Alors, il y avait une collection, mais le département n'était pas créé. Je vous ai noté cette citation de Jean-David Weil, il y a un peu plus de 50 ans, pour deux raisons. Il parle des arts de l'islam, la caverne des ombres de Platon, une dentelle de l'esprit, un infini complexe et transitoire. Et en préparant cette conférence, je vous disais que c'est peut-être ça qui, pour moi, définit la question des arts de l'islam. L'infini, le transitoire et une forme d'anonymat. L'anonymat de l'artiste, l'anonymat de ce qui aujourd'hui est considéré comme un objet, mais qui, je pense, doivent être vus sous un angle complètement différent. C'est un angle vraiment de expérience, une fois de plus, totale. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez revenir justement sur cette question de l'anonymat et du rôle de l'artiste tel que vous le percevez, tel que vous l'analysez dans les arts de l'islam? Vous aviez, en préparation de cette rencontre, une très belle phrase qui était « celui qui l'a fait comme signature d'un objet », donc même sur cette question même de la signature. Sur la question de la signature et de la position, la place de l'artiste, on a toujours tendance à forcément en Europe trouver ou chercher en tout cas des correspondances avec ce que l'on connaît, ce qui nous est familier. Quand j'ai commencé moi-même à me pencher sur la question de la figure de l'artiste dans les arts de l'islam, j'ai été frappée par cette, je dirais, noblesse d'une certaine façon, la non-signature. Alors, je vous dis pas qu'il y en a pas du tout, hein, mais cela commence, on va dire très tôt, durant les périodes du tout début, ce qu'on appelle les périodes plus ou moins archaïques, avec des productions notamment de céramique extrêmement élégantes, d'une sobriété remarquable, à la rencontre, là encore, entre des techniques proprement du monde arabo-islamique et influencées de l'Asie. Je pense le plat auquel vous pensez est une coupe d'époque abbasside, donc 8e, 9e siècle, faïence, les premières faïences, qui d'ailleurs une technique assez compliquée, assez complexe, qui va passer justement en Occident par la suite. Des faïences blanches, très très belles, très simples, très pures, voulant imiter ou en tout cas faire la compétition avec ce qu'on connaît des productions de la Chine à ce moment-là. Et effectivement, sur certains plats, très peu nombreux, une calligraphie en caractère koufique, là encore très sobre, très géométrique, en bleu de cobalt. Donc on se donne la peine à l'époque d'aller chercher ce bleu de cobalt dans les mines de Kashan en Iran, et on prend la peine de faire exécuter cette graphie. Malheureusement, j'ai pas de photo, donc c'est très 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 théorique ce que je vous dis, mais effectivement avec une inscription qui occupe quasiment la totalité du centre du plat et qui dit simplement Mimma Ramalahu, Ramalahu, celui qui l'a fait, l'a fait. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et ça vous donne, je pense, l'esprit de cet art qui va accompagner le développement des arts de l'islam, je pense jusqu'à la période moderne, hein, et au moment où la globalisation, où les débuts de la globalisation vont commencer à faire leur effet, et peut-être aussi
Évidemment, les questions de mécénat, de patronage, où là, les ateliers s'organisent, les maîtres d'ateliers, etc. Et là, vous allez commencer à trouver beaucoup de signatures. Mais si vous voulez parler d'un esprit qui définisse les arts de l'islam, pour moi, c'est cette forme euh, de présence anonyme. Voilà. Je vais peut-être continuer. Oui, voilà, on parle de rayonner avec ça fait partie de nos missions, des missions du département. On expose, on explore, on enquête. Hein, c'est le métier du chercheur. Avec vous aujourd'hui, je cherche à partager, à diffuser des connaissances, un esprit. La transmission est au cœur de nos métiers, évidemment. Et puis on s'interroge aujourd'hui sur la discipline, au-delà des écoles purement, je dirais, d'histoire de l'art et géographique. Je vous ai apporté également, peut-être pour vous donner envie de venir nous voir ou également vous promener à travers le monde. Voilà quelques-unes des activités que l'on propose au département avec des prêts exceptionnels qui vont partir au Louvre à Abu Dhabi. Une très belle exposition que nous avons conçue au département et qui va aller à la rencontre des territoires dans le sud à Draguignan. Une exposition également dont à laquelle je suis assez j'ai été assez attachée, c'est la contribution du Louvre à la Biennale, enfin du département à la Biennale d'art islamique de Jeddah cet hiver, et où nous établissons une espèce de dialogue entre une œuvre du département et une artiste contemporaine. Et puis après un grand rendez-vous, au printemps, une grande rétrospective civilisationnelle, bien sûr, sur la dynastie mamelouk qui se tient de l'autre côté de la Seine. Voilà quelques-unes de nos activités. Alors des espaces qui ont été inaugurés en 2012, hein, il y a quelques années maintenant, avec un parcours qui est toujours très dense et qui vous raconte, qui vous emmène en fait dans cet univers des grandes cités du monde arabo-islamique à travers une démonstration chronologique et thématique. Voilà. Des lignes de crête qui sont sans doute ici, qui vous donnent des clés vraiment des clés de lecture. Et quand je dis s'interroger, c'est vraiment à cela que je fais référence. Je crois que c'est un art, les arts de l'islam, où ce sont des arts qui se sont nourris, c'est ce qui fait sans doute leur singularité, d'échanges à toutes les époques, d'échanges continus entre ces populations finalement très mêlées, et on parle de brassage, un brassage ethnique évidemment, un brassage également religieux, un brassage de motifs et d'idées qui circulent. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, qui, là encore, caractérise ou est quelque chose qui est pour moi assez fondamental. L'autre ligne de crête qui participe à cette définition aujourd'hui, ou en tout cas à ce champ d'étude, c'est la question des merveilles, hein. L'étrange, le merveilleux, au-delà de la figure fantastique, hein, elle touche le matériau, elle touche la composition, elle touche évidemment le motif, et elle relève vraiment du domaine du spirituel, hein. Elle accompagne la question de la matière. C'est également un art, ou ce sont des arts qui sont des arts, je vous le disais en introduction, très, très structurés par la question du langage
et du verbe. Hein. Le verbe, avant l'islam, hein, la poésie notamment, et avec l'islam, le verbe qui se fait, qui prend un sens supplémentaire et qui se fait l'être et qui envahit littéralement le champ décoratif. N'hésitez pas à m'interrompre. Oui, peut-être que vous évoquez notamment avec la calligraphie, puisqu'on parle du verbe, on peut peut-être s'arrêter aussi un petit peu sur la calligraphie, et vous évoquez justement cet art de la transcendance et ce rapport à la calligraphie. Peut-être qu'on peut voir une œuvre. Voilà, celle-ci. Je pense que celle-ci est sans doute une des plus parlantes. Alors, je n'ai pas mis l'origine, je vous la dirai évidemment, c'est le monde iranien, la Transoxiane, la région de Samarcande et de Boukhara, donc vraiment, là encore, un lieu de brassage. Mais c'est finalement, je crois, bon, c'est le Xe siècle, la dynastie samanide, mais pour moi, ce n'est pas ça qui est littéralement important. C'est tout ce que comporte cette œuvre en tant que composition, en tant que message. Et je vous disais l'autre jour, je vais faire une espèce de comparaison où ceci n'est pas un plat, en quelque sorte. Hein. C'est une concentration, je dirais, c'est vraiment un dialogue avec l'infini. Hein. Le décor, vous le voyez, est organisé autour d'un point extrêmement subtil qui évoque sans doute le yin et le yang, donc une influence peut-être chinoise, mais cet équilibre de la forme, cet équilibre de la composition, une inscription tournoyante, alors en inscription koufique, bon, les écritures très structurées des premiers siècles de l'islam, et un texte dans une langue très poétique, très subtile, qui vous dit que la magnanimité, au début, son goût est amer, et puis à la fin, son goût est plus doux que le miel. Donc voilà, quand je vous dis un art total, vous avez une fois de plus le contraste des couleurs, la matière, la brillance, hein, qu'on voit peut-être pas forcément sur la diapositive, un très léger relief quand vous l'avez entre les mains et quand vous le regardez, et puis en même temps ce verbe, son langage, etc., qui vous emmène littéralement dans une tridimensionnalité. Hein. Voilà, c'est un plat, sans doute un des plus beaux de ce groupe, hein, où sont répétés ce type d'adages, des adages qui sont destinés à l'homme de bien. Donc ici, vous êtes vraiment dans une espèce de humanisme avant la lettre, ou un humanisme de l'être, de l'esprit, et voilà, et de l'être, de l'esprit, et une fois de plus de la matière. Ce sont des choses personnellement, okay. Bon, un calligraphe, alors un potier certainement, mais le potier c'est un alchimiste. Hein. Il transforme la matière, et vous avez de très beaux textes qui l'illustrent. Hein. Et c'est le magicien, vraiment le magicien de la terre, d'une certaine façon. Voilà pour ce plat. On parlait là encore de nos débuts. Alors je crois qu'on est tous accompagnés par des œuvres ou des chemins et c'est sans doute une des œuvres qui, à l'époque, quand j'ai commencé, m'avait vraiment le plus marqué, et elle m'accompagne et elle évolue. Donc ça me permet aussi de vous parler de nos métiers qui ne sont pas, on nous dit, on est conservateur, hein, mais pas uniquement, puisque ça avance avec vous. Et il avance tellement bien que, justement, à Jeddah, je l'ai présenté, ça s'est construit de façon tout à fait empirique, le dialogue avec une artiste taïwanaise, Charvei Tsai, on s'est choisi, voilà,
le plat a été choisi, on s'est choisi d'une certaine façon, et là encore, on construit une forme d'œuvre, d'installation autour de cette œuvre, et elle construit un dialogue. Donc je pense qu'elle a tout à fait bien perçu l'intérêt de la subtilité de ce qui est là, une promenade méditative autour de cette œuvre. Alors voilà, je vous ai mis quelques motos, des objets parlants, et puis de toute beauté, n'oublions pas. On a le sublime et le chef-d'œuvre sont également par des arts de l'islam. Et il est sans doute, quand on parle d'objets ou d'œuvres sculptées ou d'éléments d'architecture, etc., sans doute plus difficile, et quand on n'a pas de signature, et quand on a, je dirais, pas de, voilà, on va dire, c'est plus difficile d'isoler des chefs-d'œuvre, mais je crois que ça fait partie là encore de nos métiers. Et vous avez là encore une œuvre qui me semble effectivement de toute beauté. C'est un élément sculpté qui provient sans doute de la façade d'un palais, et je pense qu'elle parle par elle-même, au-delà vraiment des influences là encore sinisantes et asiatiques, mongoles que vous voyez. Une autre sans doute piste que je peux vous donner, c'est donner à voir l'invisible, et ce grand tapis là encore, c'est un tapis Uşak, donc ça provient des ateliers turcs, fin 16e, mais au-delà de marquer l'espace, au-delà de délimiter un espace réellement physique, là encore vous avez toute une cosmogonie qui est contenue dans ces compositions. Le fond bleu nuit, une forme de projection du cosmos, la mandorle centrale qui là encore est une projection, et sur laquelle, c'était des objets qui étaient destinés au commerce international. Les cours occidentales en étaient très friandes, et puis évidemment on plaçait le trône au centre de la mandorle. Mais voilà, je crois vraiment beaucoup d'évocations, et il faut sortir, ce sont des invitations réellement à sortir au-delà du cadre et de la pure technique. Pour moi, littéralement, des figures que je dis tomber du ciel. Alors après, là encore quelques chefs-d'œuvre. Ici, un objet qui va bientôt partir en exposition temporaire au Louvre Abu Dhabi, mais un objet tout à fait exceptionnel. La facture, l'histoire, une histoire quasiment dynastique sur cet objet, plusieurs références là encore au signe du zodiaque. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, on parlait de l'infiniment petit, et là encore, ce sont des objets que vous devez regarder avec un œil très différent. On est vraiment au-delà du décor. Une exposition d'ailleurs au musée, je crois que c'était aux Arts Déco en 2008, posait d'ailleurs la question décor ou pas décor. Je crois qu'à l'époque médiévale, non, on est très loin du décor. Alors ça devient plus décoratif peut-être avec les époques modernes. Oui. Mais j'en profite justement peut-être pour s'arrêter sur cette question du décoratif, des arts décoratifs, qui est un raccourci sans doute très rapide de lire les arts de l'islam. Et je crois que c'est quelque chose, on l'a entrevu avec le plat à l'adage et le tapis qu'on vient de voir, mais justement, pourquoi pour vous c'est un contresens total d'interprétation? Alors moi, la question effectivement de art décoratif, je vous dis, elle avait été posée. Je crois que c'est une interprétation qui relève sans doute
des premières formes d'orientalisme, en fait, où il y a eu, et quand on dit orientalisme, c'est pas forcément enfin, il y a eu une véritable fascination des collectionneurs qui ont constitué des fonds absolument extraordinaires, mais sans doute que à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, on était fasciné par un ensemble, un mode de vie, et la lecture, en fait, tridimensionnelle au sens physique du terme, matériel du terme, mais au sens aussi de la psyché, n'était sans doute pas perçue. Moi, ce que je souhaite qu'on commence à regarder, ce sont ces objets, une espèce de vision réellement interne au monde, ou un regard interne au monde islamique, avec des référents textuels, que ce soit philosophiques, mathématiques et autres. Oui. Je pense que je réponds à votre question. Oui, puis d'ailleurs. Mais art décoratif, oui, c'est un peu un non-sens, parce que c'est. Alors pour le coup, c'est très 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 occidental, hein. Un plat comme celui-ci n'est pas un objet usuel, hein. C'est vraiment un instrument de méditation. Et si vous poussez l'explication, c'était des objets qui étaient utilisés au moment de joutes oratoires, ce qu'on appelait donc des poètes ou des érudits qui se retrouvaient dans une assemblée, un majlis, et la, la parole et la poésie et les envolées lyriques rayonnaient un petit peu comme rayonnaient les lettres de cette inscription. Voilà. Merci. D'ailleurs, il y a un mot qui n'est jamais revenu dans nos échanges, c'est le mot ornement. Non. Et alors, l'ornement, oui, c'est encore autre chose. On avait beaucoup évoqué ensemble les décors des architecturaux, où effectivement on entend parfois le mot ornement, mais je crois qu'on est vraiment au-delà de l'ornement. On est là encore dans des constructions et des projections d'architecture imaginaire, d'architecture céleste, et de voûtes étoilées. On pense évidemment au plafond de l'Alhambra, on pense tout simplement aux coupoles des mosquées, et je dirais tout est lumière avant d'être ornement. Et peut-être que la lumière fait jouer l'ornement. C'est pour ça que dans une slide, je vous avais montré, je vous donne la lumière et la symbolique des matériaux avant l'ornement. Peut-être d'ailleurs, vous l'avez évoqué, mais notamment sur la recherche des matériaux. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire quelques mots. Vous avez évoqué ces échanges commerciaux, cette route de la soie, ces matériaux parfois très précieux. Alors des matériaux effectivement comme le cristal de roche, qui sont des matériaux dynastiques, hein, notamment à l'époque fatimide, et qui transforment littéralement la matière et qui transforment l'objet. Cette aiguière, la photo n'est pas extraordinaire, mais vous pouvez venir la voir de l'autre côté de la scène, est un des premiers objets qui est entré dans les collections du Louvre. Elle a fait partie du trésor de Saint-Denis, et elle est aujourd'hui présentée dans nos galeries. Ce sont des matières qui sont transformées par la lumière et transformées également par le liquide que l'on verse dedans. C'est également un objet qui est intéressant puisqu'il a été, vous voyez le petit bouton ou le couvercle qui a été rapporté en Occident. Alors autre matière, peut-être le verre, avec un objet qui a l'air d'un simple vase, qui est en fait une lampe de mosquée en verre émaillé, avec des tas de motifs d'influence sinisante, la fleur de lotus, etc. Un blason mamelouk, mais surtout là encore une matière qui est transformée par la lumière,
puisqu'elle était destinée à orner une mosquée, et je dirais selon une composition qui est un assemblage en fait d'un ensemble de lampes de ce type qui inondent de façon horizontale en fait la mosquée. Puis après, oui, des matériaux comme le métal ou comme l'ivoire qui est extrêmement apprécié, avec des objets qui sont emblématiques maintenant de notre collection Pixide, ou alors un très fameux lion andalou du Xe siècle, mais longtemps, je dirais, mal interprété, mais je laisserai mes collègues mal interprété. Bouche de Fontaine, aujourd'hui on en est totalement revenu, mais sans doute des éléments d'objets beaucoup plus compliqués et beaucoup plus intéressants intégrés à des machines à son, voilà. Des choses qui sont en train vraiment d'être réévaluées et réexaminées aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des parallèles, c'est peut-être un peu grossier, mais n'hésitons pas, entre l'importance de la calligraphie, vous l'avez évoqué, et l'état du calligraphe est quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'état du peintre d'icônes? Ah oui, ça c'est... Je pense que oui, à un moment ou à un autre, on entre effectivement. Alors, il y a plusieurs types de calligraphie, mais il est vrai que c'est un exercice où l'on se met, notamment pour la peinture des manuscrits et des manuscrits religieux, on se met dans un état de calligraphie d'une certaine façon, et de façon certaine transcendantale. Hein. Et là encore, la calligraphie n'est pas juste un ornement. Il faut vous rappeler que la langue arabe est le véhicule, évidemment, du message divin. Le prophète reçoit le message en arabe. La langue arabe devient un élément unificateur hein, à travers l'Empire, et la lettre arabe revêt ce caractère tout à fait particulier. Oui, on se met dans un état le calligraphe qui écrit le texte sacré est déjà dans une démarche d'éveil, effectivement. Ouais. Et je pense que même au-delà de cet aspect parfois sacralisé, ce qui est intéressant aussi dans la calligraphie, ce sont ces fameuses ou ces constructions calligraphiques, ces fameuses iconographies ou images en fait qu'elle véhicule. On est presque ici dans un texte-image ou une image-texte. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition parce que vous aviez consacré un article dans un des catalogues d'une exposition récente à Abu Dhabi. Et j'aimerais peut-être qu'on passe maintenant à cette partie de votre vie, à cette expérience absolument forte que vous avez eue au Louvre Abu Dhabi. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu avec nous ce que ça a été d'être directrice scientifique de ce musée, ce que vous y avez fait, comment on monte une collection et tout ce qui s'en est suivi? Oui, jolie transition d'un Louvre à l'autre, et c'est sans doute le Louvre Abu Dhabi, oui, qui m'a amené à repenser aussi la façon dont je vois aujourd'hui les arts de l'islam, et j'y m'intéresse de façon sans doute complètement décloisonnée, et cela nourrit effectivement la réflexion. Alors, c'est un projet, vous le connaissez, j'imagine, la plupart d'entre vous aujourd'hui. C'est un projet qui est issu d'un accord, évidemment, intergouvernemental entre la France et les Émirats arabes unis, enfin le gouvernement d'Abu Dhabi plutôt. Il s'agissait donc de créer un musée, comme vous le voyez ici, posé sur l'eau.
voilà, une carte quand même sans frontières, mais que je trouve assez éloquente. Je dirige aujourd'hui un département qui est à la croisée littéralement de 3 continents. Effectivement, Abu Dhabi est à la croisée de plusieurs mondes, assez intéressant. On n'est pas très loin de l'Inde, on est tout proche de l'Afrique et finalement un peu plus éloigné de l'Europe. Alors c'est un projet qui s'est construit sur une île, enfin ce qui était une île en tout cas il y a 10-12 ans, l'île de Saadiyat. Littéralement, Saadiyat, ça va vous faire sourire, mais c'est vrai, c'est l'île du bonheur. À Saadiyat, c'est vraiment le bonheur. Et je crois que c'est un lieu qui porte très bien son nom parce que la géographie, les éléments sont absolument magnifiques. Hein. La lumière, le ciel, l'eau, le vent, enfin le sable, c'est absolument sensationnel. Donc dans cette île de Saadiyat, le gouvernement des Émirats a décidé de construire un district culturel. Un district culturel qui a bien des effets, m'ont fait penser moi-même en tant que historienne des arts de l'islam à peut-être une époque très spéciale et fondatrice, l'époque abbasside, où il y a eu une espèce d'énergie et où à Bagdad on rassemblait des gens venus du monde entier pour créer, mettre à jour, construire la maison de la sagesse, etc. Alors, ce sont évidemment des raccourcis peut-être, mais voilà, quand je suis arrivée, moi à l'époque, ça m'a fait penser à ça. Donc c'est un district qui rassemble plusieurs musées. Le Louvre, Abu Dhabi, était le premier musée. Alors c'est parti de l'architecture qui est absolument sublime, cette partie de ce petit griffonnement là de Jean Nouvel. Mais apparemment c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. C'est ce dessin qui a donné ce bâtiment que vous avez vu. Jean Nouvel, qu'on ne présente plus, évidemment, mais qui est un véritable architecte qui met en contexte. Il déteste le mot, enfin, je ne veux pas parler pour lui, mais d'influence, mais il contextualise réellement. Et je pense qu'effectivement, au-delà ici de ce bâtiment merveilleux, on va aller à l'intérieur dans quelques temps. Vous voyez que c'est une légèreté, une réussite dans la légèreté, et le bâtiment est quasiment posé sur l'eau. Et ce que vous avez ici sur l'écran, maintenant, c'est beaucoup plus construit. Donc, une coupole, un dôme absolument immense qui est posé sur 4 piliers quasiment invisibles aujourd'hui à l'œil nu, et en fait on va dire une véritable ville-musée, à l'image des médinas, des faits d'entités, petites salles de dédale, de cours, où l'on est amené à se perdre. Et là encore, je pense qu'on est vraiment dans l'esprit qu'il fallait, qui laisse le temps à la méditation, à l'exploration, à la contemplation. Voilà. Un bâtiment qui est très réussi et qui s'appuie sur, en tout cas, les sources d'inspiration ou des références sont... Alors bon, et le claustrat, qui est un élément d'architecture, mais c'est plus la notion de intérieur, de extérieur, et ça nous ramène à certains éléments qui peuvent définir ce que sont les arts de l'islam. C'est cette intériorité, cette extériorité, le contraste complémentaire, hein, j'ai pas dit opposition, contraste complémentaire entre ce qu'on appelle le batin et le zahir. Donc vraiment deux choses qui s'articulent de façon très très intuitive en quelque sorte. Donc voilà, les claustras en architecture en sont peut-être un élément, et puis ils ont évidemment des fonctions de régler la lumière, la chaleur, etc. Ensuite, vous avez cette lumière qui est
absolument extraordinaire. Et ceux qui se sont promenés dans des souks, à l'époque, les souks d'Alep, les souks de Damas, un peu moins les souks d'Istanbul, etc. Il y a vraiment ces trouées, en fait, de lumière qui inondent le bâtiment. Et vous retrouvez là encore des contrastes assez intéressants pour vous qui êtes de futurs artistes entre les ombres et les lumières dans les espaces. Hein. Vous êtes vraiment portés par ça. Et c'est un contraste que vous retrouvez aussi dans les oasis. Vous vous promenez dans des oasis, vous arrivez avec cette chaleur et puis cette végétation très très dense et cette lumière qui passe à travers, comme vous l'avez sur la photo à gauche, à travers ce feuillage. Donc voilà, Jean Nouvel a réussi. Je dis c'est une grande réussite au Louvre à Abu Dhabi, mais l'idée est partie de là. Et puis le troisième élément, je vous en disais quelques mots tout à l'heure, c'est la densité de la Médina avec l'esprit construit et déconstruit de la Médina et du labyrinthe. Et là encore, on n'est pas si éloigné en fait j'allais dire du protocole mais du lexique et du langage beaucoup plus général des arts plastiques également, où il y a une forme voilà, je crois que tout ça fait un tout. Bon, plus de lumière, alors là vous avez ces images merveilleuses que tout le monde connaît, avec une coupole qui fait près de la Tour Eiffel, près de 8000 tonnes, pardon. Là encore, un réseau extrêmement dense d'étoiles qui sont enchevêtrées sur 8 cm d'épaisseur. Et alors, 8 couches, excusez-moi, d'étoiles, si j'ose dire. Et quelque chose qui est totalement... c'est curieux de dire ça pour du métal, mais fluide. Et je crois que c'est ce dialogue, là encore, entre les différentes matières dont la lumière fait partie, qui crée cette légèreté, cette fluidité. Vous le voyez sur l'image de gauche, les rayons du soleil sont eux-mêmes, font partie du décor avec des installations évidemment contemporaines, l'arbre de Giuseppe Pennone, assez intéressant, vraiment un lien entre le ciel et l'ancrage ici dans la terre. Voilà, des images qui sont sympathiques, qui éveillent effectivement des souvenirs avec un hall d'exposition. Alors, vous me disiez comment est-ce qu'on construit tout ça? On le construit en équipe déjà. je tiens à le dire. Et puis des équipes qui sont extrêmement soudées. Là, il y a des projets fabuleux. On en garde des souvenirs, je crois, à vie de cet esprit vraiment de construction. Et dans ce projet-là, au-delà des équipes, ça a été vraiment un travail très enrichissant entre la France, les Émirats, des équipes mixtes venues absolument du monde entier. Alors oui, il y a un musée, ça passe par une collection, ça passe par des espaces d'exposition temporaire que vous voyez à l'écran. Ça passe par des espaces pour les enfants, cafés, etc. Une programmation qui est construite qui est vraiment une co-construction entre les différentes entités. Voilà, c'est des images ici, je pense, qui font rêver. La présence de l'eau, évidemment, qui est un élément fondateur non seulement de cette architecture, mais je dirais dans l'architecture islamique, qui est très important, très présent. Et puis, là encore, le dialogue avec un artiste contemporain, on parlait de Pennone à l'instant, une construction aussi avec Jenny Holzer, cette artiste américaine qui a construit un triptyque, une espèce de trilogie pour le Louvre à Abu Dhabi, des textes universaux qu'on a contribué évidemment à choisir, et qui sont des universaux qui racontent l'histoire de
je dirais, de l'être, l'histoire de l'homme, voilà, avec un premier épisode qui reprenait un texte cunéiforme de l'époque sumérienne. Ensuite, un texte de Ibn Khaldoun, qui est un grand historien, sociologue, et puis ici, avec des extraits de Montaigne. Vous le voyez, ici encore, je pense que ça fait partie une fois de plus, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, conservateur, mais peut-être pas tant que ça, avec des installations, et une installation d'un décor début de l'époque ottomane, une fontaine qui ornait une demeure princière et que nous avons souhaité faire dialoguer vraiment avec l'architecture. Hein. Voilà. Alors le dialogue, il passe par le dialogue des formes géométriques d'une part, mais également avec ces questions qui sont relatives aux éléments, l'eau et la lumière. Voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer, ce que je trouve c'est assez éloquent. Il n'y a pas si longtemps que ça, 2010, enfin si, une quinzaine d'années, voilà ce à quoi le site ressemblait. Voilà, il faut rendre hommage vraiment à tout. C'est plus qu'une équipe, ça, hein, c'est une entreprise. Voilà. Et en termes muséographiques, je crois que ce qui a été vraiment fondateur, et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit un petit peu avec les collègues au Louvre aussi aujourd'hui, mais c'est la question de la transversalité et du décloisonnement. Et ce ne sont pas de 20 mots, hein, il ne s'agit pas de décloisonner pour décloisonner et mettre tout voilà, sur sans cohérence sur un même plateau, mais il s'agit de trouver des rythmes communs. En fait, dans une histoire globale, vraiment l'important c'est de trouver des rythmes communs, et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce parcours permanent. Voilà quelques photos, peut-être celle-là est la plus sympathique. Et c'est donc un parcours qui est organisé, une histoire globale, donc qui vous emmène de la préhistoire hein, jusqu'à l'époque moderne. Même contemporaine, à travers, je dirais, 4 grands chapitres, grandes époques, l'Antiquité, les temps médiévaux, l'époque moderne, prémoderne et moderne, et puis à travers donc une douzaine de chapitres qui sont vraiment fondateurs de l'évolution de l'humanité, hein, avec l'invention de l'écriture, les premières chefferies, les premiers empires, etc. Ici, vous avez une galerie qui évoque la question des transferts à travers justement les routes de la soie. Voilà. Un peu l'esprit voilà, du lieu, c'est comment est-ce que les formes et les motifs passent d'une géographie à une autre. Donc, c'est une image qui est tirée d'une exposition qu'on avait faite avec le musée Guimet, qui s'appelait Phénix et Dragon. Et là, voilà, moi, ce sont des choses que j'ai emmenées avec moi à Paris et sur lesquelles je réfléchis avec l'équipe, comment expliquer ces transferts de formes, de motifs et de matériaux. Bon, un musée des enfants fort sympathique, et puis des animations tout aussi fort sympathiques. Voilà, pour vous dire que le musée, c'est aussi beaucoup de choses. Voilà, ça c'est un peu Louvre Abu Dhabi, mais je pourrais être toute une... Merci en tout cas pour ce survol du Louvre Abu Dhabi et pour tout le reste. Je propose qu'on ouvre les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, peut-être, vous l'avez évoqué, là on vient de le voir avec Pennon, avec Jenny Holzer, ce passage sur le contemporain, mais pour vous, je me souviens dans notre tout premier échange, vous insistiez sur l'importance de ce renouvellement de lecture et de ce regard contemporain. Et vous avez évoqué le travail de Cha Whiteside, et peut-être qu'on peut revenir aussi sur l'exposition qui est en préparation
au musée départemental du Var. Oui, en fait, c'est ça. Ce que vous disiez, je me souviens. Oui, alors le regard, là encore, de l'artiste contemporain, je pense qu'il est très important pour faire vivre la discipline, les matières, etc. Mais parce qu'il apporte aussi une dimension supplémentaire. Je vous parlais de Charveil Tsai. À Draguignan, en effet, bon, c'est une exposition, je dirais, très une promenade onirique qui va emmener le visiteur dans les jardins d'Orient, etc. Il nous a semblé aussi intéressant de convoquer ce geste ou cette interrogation que l'artiste porte, un artiste français, Stéphane Tidé, qui se interroge sur les questions écologiques, environnementales, là encore liées à la nature. Oui, pour moi, c'est ce dialogue entre le passé et le présent. Je crois que c'est quand on dit dialogue, donc c'est les deux, fait vivre le passé et nourrit le présent. Et vous le voyez, je crois que là, on entre vraiment dans une dimension qui est universelle, puisque ça dépasse le sujet, ça dépasse la géographie. Voilà. Merci beaucoup, Soraya Nogel.